C'est bon. Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, pour ce live interview, toujours autour du management et du leadership et aujourd'hui, eh bien, j'ai un nouvel invité. Vous allez voir, cette interview va être vraiment, captivante. Je vais, laisser notre invité se présenter avec, ma célèbre question. Donc, qui es-tu et que fais-tu, Gaël? Oh là, qui es-tu? Mais voilà une grande question, Sarah. Alors, je suis Gaël Châtelain-Berry. J'ai été en entreprise pendant un peu plus de 20 ans comme manager ou dirigeant. Depuis bientôt 10 ans, je donne des conférences, j'écris des livres sur le bien-être au travail, le management, ce genre de choses. Mon 15e livre sort en septembre et je suis l'heureux papa d'un concept qui s'appelle le management bienveillant. Et il y a une chose dont je suis très fier aussi, j'en suis à la 6e saison de mon podcast Happy Work, donc vous voyez le logo derrière. Donc si vous ne connaissez pas Happy Work, c'est 2 épisodes par jour et si vous ne connaissez pas, vous en avez 1500 de retard. Voilà, et c'est le plus gros podcast francophone sur le bien-être au travail. Donc voilà, courte présentation. OK, présentation succincte. Merci pour ta présentation, Gaëlle. Alors vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Gaëlle, est-ce que justement tu pourrais nous expliquer justement l'historique de la création de ton guide justement du manager bienveillant? Comment, tu as eu le déclic de créer ça? En fait, c'était après ma dernière expérience en entreprise où je me posais plein de questions sur qu'est-ce que je vais faire après. J'ai commencé à écrire sur LinkedIn, donc ça remonte ouais, un peu moins de 10 ans. Et j'ai écrit un article qui s'appelait Le management bienveillant, l'avenir du management. Et je crois que cet article est toujours un des articles les plus lus de l'histoire de LinkedIn France. Ça a fait un carton énorme, cet article. Et en fait, de cet article est sorti mon premier livre de management qui s'appelle Mon boss est nul, mais je le soigne. Et finalement, je me suis dit, après le succès du livre, j'ai fait des conférences sont arrivées le podcast, puis voilà. C'était un enchaînement assez logique, parce que je me suis aperçu que on parle d'un temps d'avant le Covid. Tout le monde Mmh. rigolait beaucoup avec le management bienveillant, surtout mes anciens collègues, en disant, mais non, l'entreprise, c'est un endroit dur, pour être manager, il faut être dur, faut pas Ouais. sourire. Mmh. Et force est de constater que les choses ont bien changé depuis. Donc peut-être que j'ai eu une petite influence sur ces changements, mais je pense que c'est surtout les jeunes générations, leur rapport au travail qui a vraiment changé, qui fait que les modes de management doivent évoluer. OK, d'accord, hyper intéressant. Donc ça part d'une expérience personnelle Mhm. et en plus, c'est ce qui est super, c'est que tu t'es lancé sur LinkedIn en partageant ton savoir et finalement ça a pris. Alors, j'écrivais déjà sur LinkedIn, je suis sur LinkedIn quasiment depuis sa création, mais j'écrivais sur d'autres sujets que le management et le bien-être au travail. Et en fait, comme j'ai plus envie de travailler en entreprise et que ça m'est tombé un peu par hasard, ce côté contenu, je me suis dit, en fait, ce que j'ai fait pendant des années et des années à manager des managers et des gens, parce que j'ai été manager d'équipes qui allaient de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes, Mmh. ce qui me semblait être évident, fondamentalement, ne l'était pas. Donc, je me suis dit, je vais le partager à plus grande échelle. Donc, j'en ai fait un métier. Waouh, OK. Très bien, donc c'est pour ça qu'on sent dans tes posts, il y a beaucoup de vécu et d'expérience, quoi. C'est pas seulement des choses que tu as vues à l'extérieur, c'est que tu as vécu ça personnellement. Ah, il n'y a rien de théorique, en fait. Ouais. En fait, j'ai un peu de mal et j'ai toujours eu du mal, même quand j'étais en entreprise, avec ces gens qui allaient te donner des grandes explications théoriques sur l'entreprise libérée, sur enfin, toutes ces questions où, fondamentalement, moi, je crois qu'il faut revenir au basique. Quand on sait qu'une Mmh. des premières sources de démotivation des salariés en France, c'est le fait que leur manager ne leur dise pas bonjour le matin, Mmh. il n'y a pas besoin de grands théoriciens pour Ouais, corriger ça et voilà, faut reprendre par la base, en fait. c'est ça. Ouais, repartir sur des choses assez simples et selon toi, du coup enfin, Gaëlle, comme tu parles vrai et d'une manière simple, qui puisse être accessible pour tout le monde, c'est quoi pour toi, comment tu définirais un manager bienveillant? Alors, ça tient en une phrase. Alors, il y a 2 possibilités. J'ai sorti un de mes derniers livres, soit tu lis ça, bon, il y a quelques pages à lire, soit ça se résume en une phrase, donc là, mon éditrice va me tuer. Un manager bienveillant, c'est un manager qui ne fait jamais à un membre de son équipe quelque chose qu'il ne supporterait pas que son propre Ouais. manager lui fasse.
Est-ce que j'ai envie que mon manager me gueule dessus si je fais une boulette? Non. Est-ce que j'ai envie que mon manager m'appelle un samedi Mmh. à 15h? Non. Donc je ne le fais pas. Est-ce que j'ai envie que mon manager m'envoie des emails à 23h tous les jours et exige des Mmh. réponses? Non. Donc je ne le fais pas. Est-ce que j'ai envie que mon manager arrive en retard à une réunion? Non. Donc je ne le fais pas, etc., etc. Tout ça n'est que du bon sens. Mmh. Et si on a cette alerte en permanence, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça en tant que manager? Mmh. Dans 99,99% des cas, ça marche. Ouais, c'est vrai. Non, c'est très simple, mais c'est et tu vois, c'est ce que tu peux ton partage, ça me fait penser à la citation de Gandhi, tu sais, qui dit, «Soyez le changement que vous voulez Ah oui, voir dans le complètement. monde». Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Et, et ça demande aussi une certaine forme de courage, parce que parfois j'ai des jeunes managers ou manageuses qui viennent me voir après mes conférences, qui me disent: «Mais Gaël, moi j'aimerais bien être bienveillant, mais mes managers ne le sont pas avec moi». Mmh. Je dis: «Mais il faut avoir le courage de dire non, parfois». Et ça m'est arrivé dans Ouais. ma carrière, de me faire gentiment virer, parce que j'étais en désaccord sur des questions éthiques ou ce genre de choses. Enfin, les jeunes générations, donc je parle des moins de 35-40 ans, ont cet énorme Mmh. avantage par rapport à ma génération, donc ça va faire très vieux con, pardon par avance, mais moi, quand j'ai commencé à travailler, le chômage, c'était à 2 chiffres. Aujourd'hui, quand on prend dans des grandes agglomérations, bac+2 et plus de moins de 35 ans, Mmh. le taux de chômage est à moins de 3%. C'est-à-dire que c'est le plein D'accord. emploi. Donc pour Mmh. les personnes qui se diraient: «Oh là là, mais si je dis non à mon manager, je risque de me faire virer», ben, prenez le risque, c'est pas grave, Ouais, dans ouais. l'absolu. Donc je pense que, et ça je le vois de plus en plus, il y a quand même de plus en plus de jeunes générations qui sont justement courageuses et qui refusent des compromis que ma génération aurait fait. Je vois de plus en plus de DRH qui sont surpris parce que des jeunes diplômés démissionnent pendant leur période d'essai. Mmh. Parce que ma génération oubliait que la période d'essai, c'était dans les deux sens. On avait le C'est droit ça. aussi de se barrer pendant notre période d'essai. Donc les choses changent, et c'est la conjonction de plusieurs éléments qui font que les choses changent plutôt dans le bon sens. Il reste encore beaucoup de chemin, hein, Mmh. mais ça progresse bien. Ouais. Ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai qu'il faut enfin, la conjoncture est favorable, donc il faut se dire, faut oser aller voir ailleurs et ce que je retiens aussi dans ton partage, c'est que tu as toujours été en accord avec tes valeurs. Toujours, mais j'ai jamais compris comment. Et je Ouais. me rappelle d'une de mes patronnes à l'époque, où je me disais: «Mais comment, en étant une telle ordure au travail, elle peut élever ses enfants?» Mmh. À un moment, je Ouais. comprends pas comment il peut y avoir une sorte de schizophrénie entre sa vie perso et sa Mmh. vie pro, et c'est tellement plus confortable quand tout est cohérent, en fait. Quand les valeurs Mmh. qu'on essaye de transmettre à nos enfants, on a les mêmes dans notre vie professionnelle. C'est quand même beaucoup plus zen, beaucoup plus détendant, et plus agréable C'est pour les sûr. gens. Enfin, Ouais. si tant est qu'on soit, des parents bienveillants. Oui, voilà, c'est ça, qu'on soit pour de vrai, quoi, sans faire semblant. C'est Mmh. sûr c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses que le fait que certains managers, ont du mal, à agir avec bienveillance, donc à faire du bien autour de soi, comme ils aimeraient qu'on leur fasse pour eux, est-ce que ce serait lié au fait qu'ils n'arrivent pas à dire non? C'est peut-être par ce désir de plaire aux autres à tout prix? Bah, surtout de plaire à leur propre manager. Ouais. En fait, il faudrait rappeler à tous les managers que leur première mission, c'est leur équipe. Mmh. Et je crois qu'il y a une forme d'altruisme, enfin, c'est même pas je crois, j'en suis certain, il y a une forme d'altruisme dans le management. Je me rappellerai toujours un de mes patrons quand j'étais chez TF1 qui m'avait dit: «Être manager, c'est toujours savoir mettre en lumière ses équipes quand elles réussissent quelque chose et toujours assumer les conneries qu'elles font Ouais. et les assumer». Parce que toute erreur Mmh. dans une équipe, ça reste quand même, de la responsabilité de l'encadrement, et je trouve ce résumé assez juste. Ouais. C'est vrai et dans ton partage aussi, ce que je reçois, puis même aussi par rapport à mon expérience, c'est que peut-être, ce côté altruiste et être d'abord dévoué, enfin dévoué pour son équipe peut gêner en fait certaines personnes qui voudraient d'abord être mis en lumière personnellement. Oui, complètement. Mais j'avais écrit un article il y a quelques années sur, pourquoi est-ce que les managers doivent mettre de côté leur ego, et ça me semble très, très important. Heu, un manager peut pas être quelqu'un de profondément centré sur son propre ego. Alors Ouais. je dis pas que, il faut en être dénué, parce que bien sûr que c'est important, mais il faut pas que ça soit le principal moteur de sa motivation.
Parce que sinon, Mmh. je parle souvent de la confiance remontante, celle que les équipes ont envers leur manager. Très souvent, en tout cas pour ma génération, on parlait de la confiance descendante, la confiance que les managers Ouais, accordaient à leur équipe. Ben, les paradigmes ont complètement changé. Maintenant, c'est plutôt la confiance inverse qui est très importante. Et donc, il faut y prêter ouais, attention. ouais, c'est sûr. La confiance inverse et tu vois, il y a aussi, j'ai la sensation, tu me diras ce que tu en penses, mais parfois, comme tu dis, les collaborateurs sont pas inspirés, enfin les managers sont pas inspirés par leur propre manager et n'ont pas assez de rôle modèle. Donc peut-être pensant que leur, modèle du manager, peut-être inspirant, qui est altruiste, n'existe pas, ils ne s'autorisent pas à l'être. Bah, c'est clair que un manager est censé être exemplaire. Alors ensuite, tous les managers n'ont pas. J'avais assisté à une conférence qui m'avait consterné pour expliquer pourquoi les managers devaient inspirer. Et la conférence, il y avait 400 managers et la conférence commence par cette personne qui explique que un manager doit s'inspirer soit de Gandhi, soit de Barack Obama. J'ai senti comme une pression sur les managers. Enfin, tout le monde n'est Ouais, pas Gandhi ou Barack Obama. Donc, ouais, encore une fois, j'ai du mal avec la notion de leadership, j'ai du mal avec la notion d'être inspirant. Enfin voilà, on n'a pas tous les mêmes mmh, capacités. Par contre, en termes de relations humaines, oui, on a tous et toutes appris à dire bonjour le matin, à être poli, à garder son calme. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses que nos parents nous ont apprises. c'est Donc, ça. revenons aux basiques avant de parler de leadership, avant de parler d'être inspirant. Toutes ces questions-là, je dis pas qu'elles sont pas importantes, mais selon Mmh. moi, elles sont pas prioritaires. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est vrai que c'est des mots qui peuvent faire un peu peur, mais c'est important de partir, enfin, de toute façon, les premiers leaders, dans notre entourage, normalement, ce sont nos parents et Mmh. c'est vrai que, moi, j'avais interviewé une personne aussi, qui est dans le leadership en entreprise et elle disait que l'un de ses modèles, bah, c'était aussi sa mère. Donc parfois, repartir peut-être dans des modèles par rapport à ces modèles familiaux et voir comment, des personnes de notre famille ont pu nous inspirer de manière positive. Oui, et puis il y a surtout, moi, un exercice qui coûte rien, que je recommande à tous les managers et qui est très, très simple, c'est de demander à leur équipe de se réunir sans eux pendant 1 heure, sans eux, et de Ouais. remplir un tableau avec 2 colonnes. La première colonne, qu'est-ce que je fais de bien? La deuxième, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Avec une règle, c'est chaque point doit être validé à l'unanimité par tous les membres de l'équipe. Et c'est extraordinaire cet exercice. Parce que qui mieux que l'équipe est à même d'évaluer son manager? Personne. Mmh. Et pour autant, dans 90% des cas, les managers sont évalués par leur supérieur hiérarchique. Pendant l'entretien annuel où cette question lénifiante va être posée, est-ce que tu es un bon manager? Bah ouais. Est-ce que ton équipe t'aime bien? Ouais. Super. Voilà. On coche la case bon manager. Et de plus en plus souvent, et je suis content parce que c'est quelque chose qui progresse lentement mais Mmh. sûrement, ce sont les équipes qui évaluent de façon mensuelle ou trimestrielle leur manager. Et c'est comme ça qu'on Mmh. progresse, en libérant la parole et en demandant aux équipes, ben, qu'est-ce que vous attendez de moi? Mais il ne faut pas Mmh. que ça soit une liste de courses et que chaque personne dise Oui, ce qu'elle attend, mais que ça soit vraiment une cohésion d'équipe. ouais, c'est sûr, c'est vrai. En fait, il faut accepter aussi de recevoir la critique pour grandir et mieux servir son équipe. Ah ben c'est même fondamental, mais ça Ouais, c'est pas que vrai au travail, c'est vrai dans la vie. partout, dans la vie Euh, en général. il faut être à l'écoute des gens qui vont nous dire bah ça, tu pourrais peut-être le faire différemment Ouais, ou mieux. Euh, les gens qui pensent être parfaits ou parfaites m'inquiètent toujours. ouais, c'est sûr. Non, c'est illusoire, ça n'existe pas. Ouais et selon toi, Gaëlle, qu'est-ce qui, c'est quelque chose qui est en train de se développer justement les retours comme ça, d'évaluation des équipes par rapport à leur manager et qu'est-ce qui ferait pourquoi c'est encore un petit peu lent le développement? Qu'est-ce qui empêche peut-être plus d'entreprises, d'adopter cette pratique? Bah, ça suppose la mise en place d'outils, mais qui sont assez simples, hein. Je pense à des outils comme Mmh. Supermood, mais il y en a plein, plein, plein qui permettent. Donc ça a un coût, tout bêtement, qui est pas dingue, mais il y a un coût. Mmh. Et ensuite, j'entends quelques managers qui disent: «Ouh mais si je fais ça, j'ouvre la boîte de Pandore». Parce que Ouais. derrière, ça suppose de faire progresser, de faire changer le management, ça suppose de les former, ça suppose, Mmh. plein, plein de choses. Donc c'est une remise en question. Or, beaucoup d'entreprises et beaucoup de managers sont dans le court terme et parfois, c'est pas de leur fait, hein. Si on est dans l'opérationnel et on n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de choses en disant: «Bah,
Ça marche comme ça. Pourquoi est-ce que je me prendrais la tête? Et parce que ça marche comme ça, mais pour fidéliser les gens, il faut qu'ils se sentent bien. Mmh. Donc voilà, il y a un manque de temps, parfois un manque d'argent, parfois un manque d'envie, parfois une peur Mmh. de se dire. Enfin, je me rappellerai toujours une conférence que j'avais donnée il y a 1 an ou 2, où il y avait quelques centaines de personnes et je pose la question, est-ce que quelqu'un, non, pardon, c'était pas une entreprise, c'était des DRH. C'était Ah oui. entre 300 et 400 DRH où je dis, est-ce que vous avez connaissance d'un manager dans votre entreprise accusé de harcèlement moral ou sexuel et qui est protégé, qui ne sera jamais licencié? Quasiment tout le monde a levé la main. Mmh. On parle Ouais, de grands groupes, hein. ouais, Mais dans ma carrière, bien sûr que j'ai eu ouais. connaissance de ça et bien sûr que, il y a des comportements hérités de ma génération. Le Mmh. harcèlement moral dans ma génération, je dis pas que c'était la norme, mais c'était quand même un peu plus Ouais. violent. Parce qu'on se disait qu'un manager qui gueule, c'était un bon manager. Heu, Mmh. à tort ou à raison, pensait-on à l'époque, maintenant on sait plutôt à tort. Mais c'est pas la même blague quand il y a 12 de chômeurs que quand il y en a peu. Et donc, voilà, ça suppose des changements de comportement, ça suppose des changements de valeurs parfois pour certaines entreprises qui ont eu des valeurs pendant des décennies qui étaient plutôt assises sur la performance et maintenant qui doivent être centrées sur l'humain. Mais ça, Mmh. c'est pas très nouveau. Richard Branson, qui est le fondateur du groupe Ouais. Virgin, il y a plus de 15 ans, disait déjà, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. Mmh. Bon, C'est nous, sûr. en 2008, on a eu la vague de suicides chez Orange et Renault. C'est pas tout à fait les mêmes. Mmh. C'est sûr. On est en retard en France sur ces sujets. On l'a toujours Ouais. été. On est en retard et c'est vrai que, tu vois, par rapport à ça, enfin, accepter des situations comme ça, très compliquées où quelqu'un est protégé alors que la personne a quand même, fait quelque chose de très grave, hein, harcèlement moral. Il y a aussi peut-être de la part des DRH qui sont confrontés à ça, tu vois, prendre le risque. Est-ce que je reste dans mon poste ou est-ce que, eh bien, je quitte cet emploi parce qu'il n'est pas en accord avec mes valeurs? Je me dis, en fait, si parfois des situations qui sont compliquées sont tolérées, il y aura peut-être pas de changement. Mais c'est là où je dis que dans la bienveillance, il y a la notion de courage. On ne Ouais, peut pas c'est d'un vrai. côté dire je lutte contre le harcèlement en général et d'un autre Ouais, côté le tolérer. ouais, Il c'est faut ça. avoir une forme de cohérence. Alors, est-ce que c'est toujours simple? Non. Non. Bien sûr, mais pour moi, il y a une grande différence entre avoir 35-40 ans, bac plus 5, manager dans une entreprise et avoir 60 ans, pas manager, et on se dit si je me fais virer, c'est vraiment la mouise pour retrouver du boulot. Mmh. Il y a quand même des situations. Alors, j'ai lu un chiffre quand même absolument dingue, c'est là dans 2 ans, 75% des salariés seront des millennials, donc nés après 1980. Bon, Mmh. ça fait 75% des gens qui potentiellement peuvent agir, Ouais, à minima. à minima, Parce que Dieu ouais. merci, en vieillissant, on ne devient pas lâche, mais c'est bien entendu moins simple. Ouais, c'est sûr, c'est vrai et c'est sûr que du coup, comment il y a un prix à payer. Je pense que le fait d'agir avec courage, moi, c'est vraiment ce qui me passionne aussi dans mon activité. Mais derrière, quand on se sent entre guillemets «aligné, en paix avec soi-même», ça n'a pas de prix en fait d'avoir ce sentiment. Oui, oui, mais enfin, in fine, je trouve ça plus simple à vivre, d'être en Ouais, face que d'être en décalage, ouais. intellectuellement. Je trouve ça beaucoup plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus facile, ouais, ouais, ouais. Et tu vois, ça me fait penser aussi par rapport au management, donc toi, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir des managers bienveillants qui prennent soin aussi de leur équipe. Il y a aussi ce qui se passe aussi en entreprise, je sais, il y a une cliente qui est concernée par ça, une évolution, quelqu'un qui devient manager, mais qui n'est pas prêt et Mais ça, que c'est la cette question personne, de elle la est quand même formation, exposée. bien sûr. Pardon? Mais c'est la question de la formation et Ouais. très souvent, on devient manager sans nécessairement être préparé à ça. Mmh. Alors c'est de moins en moins vrai, mais moi quand je suis devenu manager, j'ai eu absolument 0 formation. Ouais. Donc ça, mais je crois qu'en fait, les confinements ont beaucoup fait progresser les entreprises, notamment parce qu'elles se sont aperçues qu'il fallait apprendre aux managers à manager à distance. Et donc les formations au management sont quand même devenues beaucoup plus simples d'accès. Et on peut aussi s'auto-former.
un truc, c'est pas pour faire la promo, mais si vous êtes abonné sur LinkedIn, j'ai fait une formation, il y a 10 épisodes pour apprendre à devenir management bienveillant. C'est gratuit pour les abonnés. Ça prend, je crois que c'est 1h30 et ça donne déjà les bases. C'est pas compliqué. Encore une fois, c'est apprendre les bases du management, c'est pas compliqué. Vraiment pas. C'est des gens qui veulent vous faire croire que c'est une science hyper complexe. Ce sont des fiefés menteurs. Les équipes, elles ne demandent pas d'avoir encore une fois, elles ne demandent pas d'avoir le Mahatma Gandhi ou Barack Obama. Si on l'a, tant mieux. Mais la première attente, elle n'est pas là. Elle est de se sentir accompagné, d'avoir le droit à l'erreur, d'avoir le sentiment de progresser, d'être respecté, tout bêtement, d'avoir du feedback positif ou constructif. Enfin, bref, toutes ces choses-là sont extrêmement simples. Ouais. Ils sont extrêmement simples et c'est vrai que ça peut prendre du temps parce que quand on est que dans l'opérationnel, bah, forcément, il faut aussi accompagner l'humain. Donc ça veut dire aussi prendre le temps de prendre soin de ses équipes aussi et d'avoir cette volonté. Ouais, mais c'est aussi se poser la question, est-ce que je perds pas plein de temps sur d'autres choses? Voilà. Ouais. Je vais donner 2 chiffres. Un salarié va passer en moyenne chaque semaine 4 heures à traiter des emails inutiles. C'est énorme. Inutiles. Ça fait 25 jours par an. Mmh. Un cadre français va passer en moyenne 24 jours de 24 heures en réunion. En réunion. Et là, je disais un autre chiffre, c'est 40% des salariés ont déclaré avoir déjà dormi pendant une réunion. On fait trop de réunions, on a trop d'emails, mais à un moment, on peut agir. Et en tant que manager, on peut agir, ne serait-ce que déjà avec son équipe. Se dire, si un email fait plus de 10 lignes, au lieu de l'écrire, je passe un coup de fil ou je vais voir mon voisin pour en parler. Alors là, il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais si je fais ça, il n'y a pas de trace écrite. Après l'entretien avec la personne, rien t'empêche de faire un petit mail de 10 lignes pour récapituler ce qui s'est dit. Mais le nombre de mangeurs de temps qu'on a est dingue. Et tout ce temps qu'on peut récupérer sur les réunions, sur les emails et sur d'autres éléments, justement, ça libère du temps pour les équipes. Ce qui est, et je le rappelle tout le temps, la priorité des managers. Combien d'équipes se plaignent de jamais voir leur manager parce qu'ils sont toujours en réunion? Mais c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Non, c'est fou, ce que tu dis, 40% des personnes qui sont déjà endormies en réunion. Mais tu vois, dans ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, parfois, les personnes, tout le monde est conscient de ça, mais c'est vu comme quelque chose de normal. Ah oui, tout le monde fait ça, donc je fais comme tout le monde. Oui, mais justement, à partir du moment où on commence à s'en plaindre, il faut agir. Ouais, faut agir. Et je dis pas que c'est simple, mais c'est le principe du colibri. C'est si personne ne fait sa part, il y a 2 possibilités. Soit on s'en contente, mais en tout cas, on ne s'en plaint pas. Soit on agit. Et je vois de plus en plus de gens qui agissent et c'est bien. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et aussi, quand tu agis, parfois, tu es un peu pionnier dans ce que tu vas faire. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur d'être seul à initier quelque chose. Et surtout si ça va dans l'intérêt de tout le monde. Un exemple tout bête. C'est un exercice que j'engage tous les salariés à faire. C'est pendant une semaine de mettre à la poubelle tous les mails dont on est en copie. Tous. Donc déjà de voir le volume baisser et de voir à quel point ça n'a aucun impact. Rien. C'est comme quand on revient de vacances, au lieu de s'emmerder à lire tous les emails reçus pendant les vacances, de tous les sélectionner et de les effacer. Vous verrez que ça aura 0 impact. Si tant est que vous ayez préparé votre tour avec une réunion avec votre équipe pour dire, voilà, moi quand je reviens, je ne lirai aucun email pendant mes vacances. Quand je reviens, je veux savoir quelles sont les priorités. Et au lieu de se taper une journée à lire des centaines de mails pour s'apercevoir en fin de journée que finalement, il n'y en a aucun qui était intéressant, on est au courant en 1 heure et on ne s'embête pas à lire tous ces emails. Donc voilà, il faut agir parce que ça va encore une fois dans son intérêt personnel, dans l'intérêt de l'équipe et dans l'intérêt de l'entreprise. On n'est pas payé pour lire ou écrire des emails, ça se saurait. Mais ma génération, donc celle qui est aujourd'hui au poste de direction, il faut quand même se rappeler qu'on a découvert les emails. Moi, je me rappelle du temps où les emails sont arrivés, où quand on recevait un email dans la journée, on en parlait, mais de façon extatique à nos amis le soir. Ouais, j'ai reçu un email. C'est allé très vite, mais on s'est laissé déborder. Et c'est pas une fatalité.
C'est vrai. En fait, de se remettre en question. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que les pratiques qui ont été, mis en place, c'est pas forcément les bonnes. Donc, si les résultats sont pas bons, c'est important et je pense à tout âge de savoir se remettre en question pour mieux servir son équipe. Mmh. Voilà, très juste. OK. Mais écoute, merci à toi pour ton partage avec l'email. C'est vraiment énorme ce que tu dis et tu vois, pour conclure aussi, là, ça me fait penser aux moyens de technologie. Donc il y a beaucoup de moyens de technologie maintenant, il y a Teams, il y a beaucoup Mmh. d'outils, mais heu, ces outils, c'est comme s'ils étaient devenus des mangeurs de temps. Ça dépend comment on les utilise. Ouais. Il faut apprendre à les utiliser et je te donne juste un exemple. Heu, il y avait, je parlais avec le patron d'une très grosse boîte et qui me disait: «Moi, ce que j'adore le dimanche, c'est de 16 à 18 heures faire des emails à mes équipes pour préparer la semaine». Et je fais: «Écoutez président, vous êtes bien gentil, mais vous pourrissez le week-end de vos équipes». Mmh. Il me dit: «Mais non, mais je les oblige pas à lire». Je fais: «Mais arrêtez». C'est bien évidemment, si je reçois un mail de mon président, Mmh. je le lis, point. Il fait: «Mais alors je fais quoi? J'arrête de me faire mon kiff?» Je fais: «Mais non, si ça vous plaît de vous pourrir la fin de votre week-end en faisant des emails pro, faites-le. Par contre, vous faites un envoi différé. Vos emails, vous les programmez pour qu'ils partent le lendemain à 8 heures du matin. Vous, vous ne pourrissez que votre vie, libre à vous. Par contre, vous ne mettez pas de pression à vos équipes. Et ça ne change littéralement rien, si ce n'est que votre équipe ne va pas culpabiliser. Parce que Ouais. parce que si je dis à 5 personnes dans mon équipe, vous n'êtes pas obligé de les lire. Et pour l'avoir expérimenté, il y en a peut-être 4 qui vont le faire au début. Puis il y en a un qui va répondre. Et les autres vont culpabiliser de ne pas répondre. Mmh. Parce que on veut montrer qu'on est impliqué, qu'on est motivé, Mmh. et il faut déconstruire cette espèce de fantasme, comme quoi travailler H24, 7/7, c'est une preuve de motivation. Ça ne mène qu'à Mmh. un truc, le burn-out. Je rappelle un chiffre quand même. Entre 10 et 12% des salariés vont faire un burn-out en France. C'est Là, au énorme. moment où on se parle, il y a plus de 2,5 millions de personnes qui sont en burn-out. Or, le Mmh. burn-out ne sont pas les plus glandus, sont au contraire les plus motivés, les plus impliqués qui font des Mmh. burn-out. Et ben la technologie, on s'est laissé bouffer. Mmh. Maintenant, il faut réapprendre à l'utiliser pour qu'elle serve notre bien-être. Et ce qui n'est pas du tout impossible. Il faut juste se poser les bonnes questions et puis pas avoir peur des questions taboues. Est-ce que c'est normal? Je crois que c'est 35% des salariés qui regardent leurs emails pendant la nuit si jamais ils vont boire un verre d'eau ou qu'ils vont aux toilettes. Est-ce que c'est vraiment fondamental à 2 ou 3 heures du matin de vérifier si mon manager m'a envoyé un email? Eh, pas Mmh. sûr. Ouais, pas Mais c'est vraiment. comme j'ai encore entendu, mais c'était la semaine dernière, un manager qui fait ses réunions d'équipe, hebdomadaires le vendredi à 18h30. Mais n Mmh. mais à un Ouais, moment, il faut réfléchir et juste se ouais. dire: «Mais non, c'est ce temps-là est fini, Mmh. juste fini». Est-ce que c'est grave? Ben non, parce qu'en fait, plus les salariés connaîtront le bien-être, plus ils seront performants, plus ils seront motivés, plus ils Mmh. seront loyaux à l'entreprise. Parce que je connais pas un seul DRH, un seul dirigeant ou dirigeante qui ne galère pas pour recruter. Mmh. Bah, pour fidéliser, il faut faire attention à leur bien-être. Et puis alors, petit bonus du bien-être, ils seront encore plus performants et créatifs et impliqués. Ouais. Donc globalement, maintenant, toutes les études le montrent depuis, des années, tout le monde y a intérêt. Mais, eh ben, quand, vous avez 50, 55 ou 60 ans, changer des habitudes qui vous ont été inculquées pendant des années, Mmh. c'est pas aussi simple que ça. Donc, voilà, faut déconstruire ces choses et avoir conscience que c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde. C'est vrai. Et aussi en complément par rapport à ce que tu viens de dire, c'est oser dire lorsque quelqu'un voit un dysfonctionnement, tu vois ce directeur à qui tu as parlé, tu lui as partagé une astuce simple et puis même les collaborateurs aussi. Parce que parfois les personnes n'osent pas partager quoi que ce soit en se disant: «Ah non mais ça sert à rien, je suis obligé de subir», mais quand même oser porter sa voix. Mais d'où l'importance pour les managers de dire à leur équipe très clairement: «Il n'y a pas de sujet tabou. Vous pouvez me Ouais, parler de tout». Mais ouais. c'est comme il y a un outil qui coûte super cher, hein, attention, mais qui est très simple pour ne pas avoir de burn-out dans son équipe. C'est pour moi le premier rempart contre le burn-out, c'est le management. Un manager ne doit pas passer une seule journée sans dire bonjour à chaque membre de son équipe en ligne directe, hein, heu, Mmh. et poser une question de fou, hein: «Comment ça va?» Et truc Mmh. encore plus de fou, attendre la réponse. Ouais. Non, mais je vais te raconter une anecdote, qui date maintenant d'il y a 2 ans.
une femme qui m'écrit sur mon site web et qui me dit, voilà, je suis en train de me sortir enfin d'un burn-out de 1 an. Parce qu'un burn-out, ça peut durer longtemps, hein. Et en fait, mon burn-out est arrivé un jour. Elle travaillait dans l'événementiel, elle travaillait sur un énorme événement et ça faisait des semaines et des semaines qu'elle travaillait 7 jours sur 7 quasiment. Elle va voir son boss en disant, voilà, je suis vraiment crevé là, j'en peux plus. Est-ce que je pourrais me mettre off ce week-end, juste ce week-end? Et son manager lui a répondu cette phrase extraordinaire, non mais attends, c'est bon, tu vas pas sauter par la fenêtre, remets-toi au boulot. La semaine suivante, elle déclenche son burn-out. À un moment, personne n'est Superman ou Wonder Woman. Personne. Notre cerveau, notre corps, c'est exactement comme une voiture. La voiture, tu peux prendre une Ferrari, une Rolls ou une Clio, si tu roules au taquet pendant 3 000, 10 000 ou 20 000 km, à un moment, le moteur lâche. Nous sommes pareils. Et c'est pas faire preuve de professionnalisme que de montrer que non, moi je peux résister. On a tous et toutes des moments où on va travailler plus, mais il faut penser en premier à notre santé. Et je trouve ça très intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de managers qui prêtent attention, et encore une fois avec un outil extrêmement compliqué. Bonjour, comment ça va? Et d'attendre la réponse. Ouais, c'est sûr. J'avais lu un article qui disait de compléter en disant comment ça va vraiment, pour que vraiment les personnes se sentent libres de dire la vérité. Mais déjà, de parler du burn-out au sein des équipes, c'est bien. Ouais, c'est vrai. À partir du moment où la personne se sent libre de parler de tout, donc sujet tabou, c'est déjà la base, ouais. Donc c'est vraiment des principes simples, mais qui sont très efficaces sur du long terme en plus. Exactement. Que tu as pu partager. OK, bien merci beaucoup Gaël, pour ton partage avec tes chiffres précis pour étayer tes propos. C'était vraiment super. Merci aux personnes qui ont regardé ce live et qui regarderont en replay. Et puis, je vous invite à continuer de suivre Gaël avec donc son podcast et puis sa page LinkedIn. Est-ce que tu as un mot pour une petite phrase de fin pour conclure? Prenez soin de vous. Voilà, tout simplement. Salut, Merci Sarah. beaucoup Gaël. Au revoir tout le monde. Allez, à bientôt. Salut. Ciao.